Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur cette première semaine de vlog. Voilà, on va parler sur cette chaîne de lecture principalement. Donc on attaque tout de suite avec le livre que je viens de terminer ce matin qui est Mange, prie, aime de Elisabeth Gilbert. À l'occurrence, je l'ai lu en italien parce qu'il avait été acheté par ma sœur il y a des siècles, je pense, et en fait, il me faisait de l'œil. Et c'est grâce à Petite Lectrice que j'ai décidé de le sortir de la bibliothèque familiale. Donc Estelle, si tu passes par là, merci beaucoup pour la découverte, j'ai vraiment adoré. Alors, je déteste cette couverture, malgré la magnifique Julia Roberts. Je n'aime pas quand les livres ont des couvertures de films parce que ça stoppe un peu l'imagination et tout de suite on associe les personnages à des personnes réelles. J'ai mis de côté cette couverture et j'ai gardé le livre tout nu comme ça. Et moi je trouve qu'il a beaucoup plus de charme. C'est une petite pépite. C'est autobiographique, donc on va suivre Elisabeth Gilbert, qui est une femme, une écrivaine très très connue aux États-Unis et aussi dans le monde entier, qui se retrouve au bord du gouffre suite à son divorce. Donc la première partie, on va beaucoup parler de sa relation qui a naufragé justement et du comment se remettre quand on a construit une vie avec quelqu'un et que finalement les choses n'ont pas marché. On va suivre dans les premières pages Elisabeth Gilbert qui est absolument dans une phase de dépression. Elle parle de comment elle se retrouve toutes les nuits à pleurer dans sa salle de bain sur son mariage, sur la vie qu'elle a construite. Son mari, depuis des années, rêve d'avoir un enfant et elle pensait aussi de partager ce même rêve, mais il s'avère que ce n'est pas le cas et que justement elle se sent un peu prisonnière d'une relation qui ne lui correspond plus. Donc du coup, elle décide de se tourner vers Dieu quelque part et de prier de toutes ses forces pour qu'elle puisse s'extirper de cette relation et trouver sa vraie voie. En effet, elle se cherche, elle ne sait pas ce qu'elle veut dans la vie, mais ce qui est sûr, c'est que ce qu'elle ne veut pas, c'est la vie qu'elle a actuellement. Donc son mariage, le projet d'avoir des enfants, elle a envie de voyager, elle a envie de nouveautés, elle a vraiment envie d'un souffle nouveau. Donc on va suivre tout son périple, c'est extrêmement intéressant. J'ai accroché directement dès les premières pages. Je trouve qu'elle écrit d'une manière très très fluide, avec beaucoup de touches d'humour, avec beaucoup de délicatesse. En tant que femme, moi personnellement, je me suis vachement retrouvée dans ses paroles. C'est une lecture qui est vraiment charmante. Le livre est structuré en 3 parties. On va avoir la première partie qui se déroule en Italie, la deuxième qui se déroule en Inde et la troisième qui se déroule en Indonésie. Personnellement, j'ai trouvé chaque partie extrêmement enrichissante. Le hasard fait que je suis italienne, donc forcément tout le chapitre dédié à l'Italie m'a énormément plu parce que j'ai retrouvé mes origines, les choses que moi j'aime de mon pays. J'ai aussi découvert plein de choses, pas que je ne savais pas, mais dont je m'étais jamais aperçue. Par exemple, que c'est un peuple qui parle énormément avec les sens, en plus qu'avec les mains, c'est certes. Mais du coup, elle a décidé de dédier cette partie de son voyage au plaisir. Elle associe l'Italie au plaisir, que ce soit le plaisir gustatif, le plaisir du regard, le plaisir, l'accomplissement, on va dire, de tous les sens. Donc c'était très intéressant. Elle partage donc cette expérience avec beaucoup d'enthousiasme et ça lui permet de justement trouver quelques petites clés pour commencer à sortir de sa dépression. Ensuite, on va passer au chapitre sur l'Inde. On va pas se mentir, ça a été la partie avec laquelle j'ai eu un petit peu plus de mal parce que je n'avais pas la concentration idéale qu'il faut à ce type de lecture-là à ce moment-là. Donc du coup, j'ai eu un énorme gap. Pendant 2 semaines, je n'arrivais pas à toucher à cette partie indienne sans déconnecter. Et hier, je me suis dit, ok, c'est bon, maintenant c'est le moment. Et effectivement, j'ai fini les 150 pages de livre qui me restaient pour le terminer. Donc j'ai enchaîné l'Inde et l'Indonésie. Et c'était génial. J'ai découvert plein de choses dans tout ce qui est justement religion. On va pas dire à proprement parler, oui, certes, religion, mais ce que j'aime de l'autrice, c'est qu'elle ne parle pas d'une religion précise. Elle parle du fait justement que chaque religion a un point commun et ce point commun, il est Dieu. Et que si on a envie de se lier et faire une recherche de foi, de trouver sa propre foi, eh bien on peut la retrouver dans n'importe quelle religion puisque Dieu est universel. Donc j'ai adoré ça.
J'ai vraiment trouvé ça super. Et par la suite, une fois qu'elle a trouvé son chemin vers Dieu, elle est prête à un nouveau chapitre. Et du coup, on va la retrouver en Indonésie. Ça va être la fin du voyage qui voilà, va nous permettre de voir l'accomplissement de cette femme, son changement, le fait qu'elle ait trouvé la paix avec soi-même et surtout le fait qu'elle ait enfin réussi à se trouver, de trouver sa place dans le monde, son chemin en tant que femme. Et voilà, c'est très beau, j'en sors grandie. Je n'ai pas pu m'empêcher de surligner plein de passages au crayon. J'adore commencer à surligner tout ce que j'aime dans un livre au crayon parce que je ne sais pas si le livre finalement je vais le garder ou pas parce qu'on va pas se mentir, des fois on l'accroche au début et puis par la suite ça ne correspond plus. Et donc du coup je surligne toujours au crayon, mais quand je suis sûre que je vais garder le livre, eh bien je passe au surligneur et je mets des petits marque-pages pour pouvoir retourner et lire certains passages. Hier soir, j'ai terminé une lecture audio sur Audible qui s'appelle Agatha Raisin, Gare aux fantômes. Donc si je ne me trompe pas, c'est le tome 14 de la saga. Et franchement, ça n'a pas été mon tome préféré. Je ne vais pas trop vous spoiler parce qu'effectivement, ça reste une saga, donc du coup voilà, il y a une continuité, même si je sais que beaucoup de personnes ne lisent pas les tomes dans l'ordre. Je préfère les écouter parce que je trouve que la comédienne, qui à l'occurrence est Françoise Carrière, est excellente et je me suis beaucoup attachée à sa voix. Je trouve que l'écouter, c'est comme être dans une pièce de théâtre, donc c'est super agréable et j'adore. Donc du coup, je ne les achète plus, je ne fais que les écouter et c'est vraiment un pur bonheur. Sincèrement, ce tome 14 n'a pas été mon préféré du tout. Parce que, du coup, sans trop spoiler, je vais juste vous dire les prémices, vraiment le début, le premier chapitre du livre. Agatha Raisin, elle a un nouveau voisin et ce nouveau voisin s'appelle Paul Chatterton et sincèrement, je ne me suis pas du tout attachée au bonhomme. Je trouve qu'il y a toujours ce schéma récurrent dans lequel Agatha tombe pas amoureuse, mais elle s'attache un peu, elle a envie de creuser un peu avec ce Paul. Et ce Paul n'est pas quelqu'un de particulièrement sympa, quoi. Il me rappelle beaucoup James Lacey et voilà. Donc franchement, je me suis pas du tout attachée à ce personnage. Surtout qu'il rentre dans sa vie très vite. Je trouve qu'il n'y a pas de manière de se découvrir, en fait. Juste, il se penche au-dessus de sa haie et salut, cette vie, on va faire une enquête sur un fantôme. Je trouvais enfin que c'était pas très bien amené et du coup, je ne me suis pas attachée particulièrement au personnage. Après, par la suite, quand même, l'enquête était plutôt sympa. Et cette fois-ci, on reste un petit peu dans un cadre historique, donc c'est appréciable. Moi, j'aime bien tout ce qui touche un petit peu à l'histoire, donc j'ai trouvé ça sympa. Mais franchement, sur 5, je donnerais à ce tome un 3 sur 5, pas plus, parce que vraiment, j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dedans. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse. J'ai déjà acheté avec mon petit crédit audio du mois le tome suivant et je l'ai commencé et je suis extasiée parce que pour une fois ce ne sera pas un nouveau voisin mais une nouvelle voisine enfin qui va déménager à côté d'Agatha et il y a plein de nouvelles choses qui se passent. Je vous en dirai plus quand je l'aurai terminé, mais c'est du pur bonheur. Franchement, il a bien commencé et j'ai vraiment hâte d'en savoir plus. Sinon, le deuxième bouquin dont je veux vous parler, c'est La Belle de Jérusalem. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, je le lis sur liseuse. C'est le livre du club de lecture de ce mois-ci.
fait, c'était le pavé de l'été parce que comme on se voit pas pendant 3 mois, comme tout le monde part en vacances à différentes périodes, on prend 3 mois pour lire un gros livre. Alors, comment vous dire, si vous suivez sur Instagram, vous aurez pu remarquer que clairement, ce n'est pas une lecture que j'affectionne particulièrement. J'ai énormément de mal à rentrer dedans. J'avais commencé à lire au mois de juillet, j'avais lu une centaine de pages et j'avais tellement de peine à m'accrocher à ces personnages que sincèrement, je trouve, on va se le dire clairement, je les trouve détestables. Et du coup, ça n'a pas raté. J'ai repris le livre là en septembre, on va dire, à partir de la page 120 et jusqu'à la page 200. Je n'arrêtais pas de me dire, je déteste ces personnages. En fait, il n'y en a pas un. Il n'y en a clairement pas un qui me plaît. Du coup, pour vous faire un petit peu le pitch de l'histoire, on va suivre la famille Hermosa sur différentes générations. Et on va avoir un personnage qui débute l'histoire, qui est le personnage de Rosa, en parlant avec sa petite fille et elle va lui avouer un peu une malédiction qui tombe sur la famille, qui est celle que les femmes de cette famille ne marient que des hommes qui ne les aiment pas. Donc le propos est super sympa parce qu'on se dit mais qu'est-ce qu'elles ont pu faire ces pauvres femmes pour avoir des maris qui ne les aiment pas. Et je trouvais ça, le concept, hyper chouette. Mais c'est très long, c'est très répétitif et vraiment j'ai eu vraiment beaucoup de peine à avancer dans le récit, justement parce que je n'arrive pas à me raccrocher à ces personnages que je trouve extrêmement plaintifs et extrêmement fatigants. Coucou la puce, tu viens me distraire, petite choute. Gabriel, qui est le fils justement de Rafael Hermosa et Mercada Hermosa, tombe éperdument amoureux à un moment donné d'une fille qui par contre n'est pas très bien vue par sa famille, et du coup ce qui se passe c'est que ils vont essayer de le dissuader de marier cette femme qui en plus ne fait pas partie de la même éducation religieuse qu'eux, et du coup il décide de l'éloigner d'elle très très brusquement. En faisant cela, malheureusement, le père Raphaël va décéder, et du coup par vengeance sa mère, Mercada, décidera de faire marier Raphaël à une femme complètement illettrée qui vit dans la rue, une orpheline, pour pouvoir le punir d'avoir déshonoré la famille. Donc du coup, Gabriel va se trouver marié à cette Rosa qu'il n'aime pas. Et de cette femme, il va finir par avoir 3 enfants. Et à partir de là... Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que tu fais? Et à partir de là, on va suivre un peu les aventures des 3 filles. Et c'est intéressant, en fait. Je trouve que le contexte historique, politique et religieux est extrêmement chouette. Mais ça a pris vraiment du temps pour se mettre en place. Maintenant, je suis contente. Je suis environ presque à la page 300. Et franchement, je ne m'attache toujours pas aux personnages. Je trouve qu'ils sont plutôt détestables tous quand même. Mais je commence à m'intéresser beaucoup plus au cadre de l'histoire, donc vraiment à cette partie religieuse, à cette partie politique. Il me reste une centaine de pages et je vous en parlerai donc un petit peu plus à la fin du livre. Je pense que je vais réussir à le terminer ce soir ou peut-être demain. Donc voilà, restez connectés pour la suite.